Imaginez ceci. Vous êtes tapis derrière une colonne de marbre, dans les salles les plus sacrées du Vatican. L'air est chargé d'encens et de quelque chose de bien plus enivrant. Nous sommes en l'an 1501, après Jésus-Christ, et à travers les ombres projetées par les candélabres vacillants, vous assistez à une scène qu'aucun œil ne devrait jamais contempler entre ces murs sacrés. Le froissement de la soie contre la pierre se mêle à des rires qui résonnent dans les couloirs où des saints ont jadis marché. Votre cœur bat fort contre vos côtes alors que vous réalisez que vous êtes sur le point d'assister à la soirée la plus scandaleuse de l'histoire pontificale. Une orgie si dépravée qu'elle ferait rougir de honte même les Romains de l'Antiquité. L'air d'octobre transporte l'arôme des châtaignes grillées à travers les appartements du Vatican. Mais ce soir, ces humbles châtaignes deviendront les accessoires d'une performance qui ternira à jamais la réputation de l'Église catholique. Dans les appartements privés de César Borgia, fils du pape Alexandre 650 courtisane, se prépare pour une soirée qui sera consignée dans le journal le plus secret de la Rome renaissante, conservé dans les archives du Vatican pendant des siècles, comme une confession interdite, dissimulée sous des couches de prières pieuses. Avant de plonger dans ces histoires oubliées de survie et de souffrance, si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire, pensez à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner pour plus de contenu de ce genre. Et s'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous pour me dire d'où vous écoutez. Il me semble incroyable que nous explorions ensemble ces histoires anciennes depuis différentes parties du monde, connectées à travers le temps et l'espace par notre curiosité commune pour le passé. L'homme qui deviendra le pape le plus perverti de l'histoire naît sous le nom de Rodrigo de Borja le 1er janvier 1431 après Jésus-Christ, dans la ville espagnole de Játiva près de Valence. La poussière des chemins espagnols s'accroche aux souvenirs de son enfance, mais le destin le mènera loin de ses débuts modestes jusqu'au couloir de marbre du pouvoir vatican. Son oncle Alfonso de Borja avait déjà commencé à gravir la hiérarchie ecclésiastique. Et lorsqu'Alfonso devint le pape Calixte III en 1455 après Jésus-Christ, le destin de Rodrigo fut scellé comme la cire sur un document papal. À l'âge de 25 ans, Rodrigo fut nommé cardinal-diacre, non par un appel divin ou une dévotion spirituelle, mais par l'antiquaire du népotisme qui coulait dans les veines de l'Église comme un poison dans un corps mourant. Le jeune Espagnol arriva à Rome avec une lueur d'ambition dans les yeux et une soif ardente dans le cœur, prêt à saisir toutes les opportunités que la ville éternelle pouvait lui offrir. La Rome de la fin du XVe siècle était une ville de contradictions qui aurait fait pleurer Dante de reconnaissance. Le jour, les pèlerins s'agenouillaient en révérence devant des autels dorés, leurs prières s'élevant comme de la fumée vers le ciel. La nuit, les mêmes rues étaient d'amitié témoins de transactions qui enrichissaient les marchands de chair au-delà de leurs rêves les plus fous. La cour pontificale s'était transformée en un marché où tout y compris le salut lui-même avait un prix en ducats d'or. Rodrigo Borgia comprenait ce monde mieux que quiconque. Il accumula des richesses avec la précision méthodique d'une araignée tissant sa toile, collectant des bénéfices ecclésiastiques à travers l'Europe, comme un marchand amassant des pierres précieuses. Son style de vie était celui d'un prince de la Renaissance plutôt que celui d'un homme de Dieu. Banquets somptueux, palais magnifiques et une succession d'amantes qui lui donnèrent pour des enfants avec la régularité des récoltes saisonnières. La plus significative de ces relations fut avec Vanozza dei Catanei, une noble romaine dont la beauté n'avait d'égal que sa compréhension des eaux traîtresses de la politique pontificale. Entre 1474 et 1482 après Jésus-Christ, elle donna à Rodrigo 4 enfants qui deviendraient des figures centrales dans le sombre drame qui allait se dérouler, jouant César, Lucrèce et Joffre. Chaque enfant représentait une pièce d'échec dans le grand jeu de pouvoir de Rodrigo, leur vie sacrifiée
sur l'autel de l'ambition démesurée de leur père. Même en tant que cardinal, le comportement de Rodrigo scandalisa Rome, ce qui n'était pas un mince exploit dans une ville où le scandale était aussi commun que le pain du matin. Le pape Pie II lui écrivit une lettre cinglante en 1460 après Jésus-Christ, condamnant sa conduite à Sienne qui avait choqué toute la ville et la cour. Mais la honte était un luxe que Rodrigo ne pouvait se permettre. Il avait un pontificat à conquérir et les réserves morales étaient des obstacles à surmonter, non des principes à honorer. Le conclave d'Autun, 1492 après Jésus-Christ, se déroula comme une danse soigneusement chorégraphiée de corruption. À huis clos dans la chapelle Sixtine, sous ce qui deviendrait plus tard le chef-d'œuvre de Michel-Ange 23 cardinaux, se réunirent pour élire le prochain vicaire du Christ. L'or changea de main avec la fluidité de l'eau. Les promesses furent murmurées comme des prières, et les bénéfices distribués comme des hosties de communion. Lorsque la fumée se dissipa enfin le 11 août 1492 après Jésus-Christ, Rodrigo Borgia émergea comme le pape Alexandre VI, une victoire obtenue par ce que les contemporains reconnurent ouvertement comme de la simonie, l'achat et la vente de charges sacrées. Étonnamment, les Romains célébrèrent. Ils s'étaient habitués à leur cardinal espagnol et anticipaient un pontificat de magnificence et d'énergie. Des feux de joie illuminèrent les 7 collines. Des processions aux flambeaux serpentèrent dans les rues anciennes, et des arcs de triomphe s'élevèrent comme des prières matérialisées en pierre et en bois. Le couronnement du nouveau pape à la basilique Saint-Pierre, le 26 août, fut accueilli par ce que les observateurs appelèrent la plus grande ovation jamais reçue par un pontife. Alexandre VI commença son règne par des mesures qui semblaient les promettre des réformes. Il restaura l'ordre dans les rues de Rome, où plus de 200 assassinats avaient eu lieu en seulement quelques mois avant son élection. Il établit des quartiers avec des magistrats habilités à maintenir la paix et écoutait personnellement les plaintes tous les mardis, dispensant une justice que les observateurs contemporains louèrent pour son efficacité admirable. Pendant un bref instant, il sembla que la providence divine avait placé l'homme qu'il fallait sur le trône de Saint-Pierre. Mais le pouvoir, comme le vin, révèle le caractère plutôt qu'il ne le crée. Les réformes initiales d'Alexandre furent éclipsées par sa quête incessante d'ascension pour ses enfants, en particulier ses fils Juan et César. L'un fut nommé duc de Gandie, en Espagne, et marié à une cousine du roi espagnol. César, bien qu'il n'eût que 18 ans, fut nommé archevêque de Valence, et plus tard élevé à des positions cardinalices qu'il traitait comme des tremplins, plutôt que comme des vocations sacrées. Les appartements pontificaux sous le règne d'Alexandre devinrent un théâtre où le sacré et le profane exécutaient un ballet obscène. Les dîners se prolongeaient jusqu'aux petites heures accompagnées de divertissements qui repoussaient les limites du comportement acceptable, même selon les normes de la Renaissance. L'amante d'Alexandre, Giulia Farnese, connue dans tout Rome sous le nom de Giulia la Bella pour sa beauté extraordinaire, se déplaçait dans les couloirs du Vatican avec la même liberté qu'un cardinal. Sa présence était un rappel constant que les vœux spirituels du pape avaient limite été piétinés par des désirs terrestres. Johann Burchard arriva dans ce monde de contradictions comme un observateur méticuleux, armé d'une plume et d'une mémoire implacables. Né vers 1450 après Jésus-Christ, à Niederhaslach, en Alsace, ce prêtre avait étudié le droit canonique et gravi les échelons ecclésiastiques jusqu'à devenir maître des cérémonies pontificales, une position qui lui donnait un accès intime aux moments les plus secrets de la vie pontificale. À partir de 1483, après Jésus-Christ sous le pape Sixte, IV Burchard tint ce qu'il appela son diarium, un journal détaillé consignant à la fois
les cérémonies magnifiques et la conduite scandaleuse de 5 papes différents. Burchard n'était pas un romantique. Il avait l'âme d'un comptable et l'œil d'un sténographe de cour. Ses écrits manquent même des ornements des chroniqueurs contemporains, mais portent digne le poids de la vérité précisément par leur ton sec et objectif. Il consignait les cérémonies pontificales avec la même attention aux détails qu'il consacrait aux scandales pontificaux, créant un registre documentaire qui finirait par embarrasser même les archivistes du Vatican les plus endurcis. Le maître des cérémonies occupait une position unique dans la hiérarchie pontificale, pas assez haut placé pour participer à la corruption, ni assez bas pour être exclu de l'observer. Comme une ombre projetée par la lumière des bougies, il se déplaçait dans les espaces les plus privés du Vatican, observant tout sans sembler y accorder beaucoup d'importance. Les cardinaux lui faisaient confiance pour les affaires cérémonielles et oubliaient sa présence lors des moments où la discrétion aurait dû prévaloir. Cette invisibilité devint son plus grand atout en tant que chroniqueur du vice pontifical. À la fin des années 1490 après Jésus-Christ, le comportement de la famille Borgia commença à attirer une attention négative à travers l'Europe. Le fils aîné d'Alexandre Juan était devenu duc de Gandie, mais son caractère se révéla aussi corrompu que son ascension était imméritée. Des histoires circulaient sur sa cruauté, ses excès sexuels et son incompétence en tant que commandant militaire. Le garçon doré de la dynastie Borgia devenait une responsabilité que même son père dévoué ne pouvait ignorer. Les événements du 14 juin 1480, 17 après Jésus-Christ, changèrent tout. Le corps de Guan fut découvert flottant dans le Tibre, la gorge tranchée, et son corps portant 9 blessures. L'assassinat choqua Rome et frappa Alexandre d'une douleur si profonde que les observateurs se demandèrent si la justice divine avait enfin visité la famille Borgia. Pendant 3 jours et 3 nuits, le pape refusa de manger et de dormir. Il pleurait derrière des portes closes comme un homme brisé plutôt que comme le puissant pontife qui avait jadis intimidé des rois. Dans son angoisse, Alexandre annonça un programme de réforme ecclésiastique. Il appela à des mesures pour freiner le luxe de la cour pontificale, réorganiser la chancellerie apostolique et supprimer la simonie et le concubinage. Pendant un bref instant, il sembla que la tragédie personnelle pourrait accomplir ce que des années de critiques n'avaient pas réussi. Une commission de cardinaux et de canonistes commença à rédiger des ordonnances qui anticipaient les réformes du Concile de Trente encore à des décennies dans le futur. Mais la douleur, comme tout le reste dans le caractère d'Alexandre, se révéla temporaire. En quelques mois, les propositions de réforme furent oubliées, archivées comme des lettres d'amour embarrassantes de jeunesse. L'attention du pape se tourna vers ses enfants survivants, en particulier César, dont la volonté de faire et l'ambition impitoyable allaient désormais guider l'agenda familial. Si Joanne avait été le cœur d'Alexandre César, était son épée affûtée froide et totalement dépourvue de conscience. César possédait un magnétisme qui attirait à la fois admirateurs et ennemis. Grand séduisant et doté d'une intelligence frôlant le génie. Initialement destiné à l'Église comme son père, les talents de César résidaient dans la guerre et la politique plutôt que dans la théologie. Il renonça à son cardinalat en 1498 après Jésus-Christ. Le premier cardinal de l'histoire a abandonné volontairement cette charge sacrée et porta ses ambitions sur le pouvoir séculier. Le paysage politique de l'Italie offrit à César des opportunités qui auraient défié même l'imagination de Machiavel. Le roi français Louis XII avait besoin de l'approbation pontificale pour l'annulation de son mariage. Alors que plusieurs duchés italiens étaient fioutés mûrs pour une conquête par un commandant suffisamment impitoyable, Alexandre vit dans ces circonstances une opportunité de créer un royaume pour son fils, même si cela signifiait s'allier avec des envahisseurs étrangers
contre ses compatriotes italiens. Par une combinaison de guerres de siège, d'assassinats et de manipulations politiques, César se tailla un domaine au centre de l'Italie qui le rendit l'un des hommes les plus puissants d'Europe. Ses méthodes furent aussi efficaces que Nicolas Machiavel le prit plus tard comme modèle pour le prince admirant la capacité de César à combiner cruauté et efficacité dans la poursuite d'objectifs politiques. Mais un tel succès exigeait des ressources que même les coffres pontificaux ne pouvaient de fournir facilement, ce qui conduisit Alexandre à des méthodes de collecte de fonds de plus en plus créatives. La vente d'indulgences, de charges ecclésiastiques et même de chapeaux cardinalices devint systématique durant les dernières années d'Alexandre. Les familles riches pouvaient acheter des positions ecclésiastiques pour leurs fils, achetant ainsi le salut en même temps que le statut social. Le collège des cardinaux s'élargit non pas pour des mérites spirituels, mais pour des contributions financières, Alexandre nommant 47 nouveaux cardinaux pendant son règne. Chaque nomination représentait des milliers de ducats affluant dans le trésor pontifical et en fin de compte dans le coffre de guerre de César. Rome, pendant cette période, semblait une ville sous l'occupation de ses propres dirigeants. La famille Borgia traitait les États pontificaux comme leur royaume personnel, avec Alexandre comme patriarche et César comme prince héritier. Lucrèce, malgré la réhabilitation ultérieure de sa réputation, fut utilisée comme une pièce politique dans des alliances matrimoniales servant les intérêts familiaux plutôt que son bonheur personnel. Son premier mariage avec Giovanni Sforza fut annulé pour cause d'impuissance lorsque les circonstances politiques changèrent et elle fut rapidement remariée à Alphonse de Bisegli, qui fut plus tard assassiné peut-être sur ordre de César lorsque cette alliance ne servait plus les intérêts des Borgia. Les appartements du Vatican pendant ces années devinrent une scène pour des divertissements de plus en plus élaborés, testant les limites du comportement acceptable, même pour les normes de la Renaissance. Alexandre appréciait les représentations théâtrales, les concerts musicaux et les dîners qui se prolongeaient jusqu'aux petites heures. Les invités incluaient des cardinaux, des ambassadeurs, des marchands riches et un assortiment de courtisanes dont la beauté n'avait d'égal que leur discrétion ou son absence. Ces réunions servaient donc de multiples desseins au-delà du simple divertissement. Elles étaient des démonstrations de la richesse et du pouvoir pontifical, des opportunités pour des négociations politiques et des terrains d'essai pour la loyauté parmi les partisans d'Alexandre. Les cardinaux qui participaient au divertissement du pape se retrouvaient impliqués dans son comportement, ce qui les rendait réticents à le critiquer ou à le trahir. Ceux qui refusaient les invitations étaient en des marqués comme ennemis potentiels, soumis au type de représailles qui avait atteint tant d'opposants des Borgia. L'automne de 1500, un après Jésus-Christ, trouva la famille Borgia au sommet de son pouvoir et peut-être de sa corruption. César avait achevé avec succès sa conquête de la Romagne, gagnant les éloges des observateurs militaires à travers l'Europe. Alexandre avait surmonté plusieurs crises de politique, y compris l'invasion de Charles VIII et les conflits continus avec des familles nobles rivales. L'année jubilaire de 1500 avait attiré des centaines de milliers de pèlerins à Rome, remplissant à la fois le trésor pontifical et les bordels de la ville avec un enthousiasme égal. C'est dans cette atmosphère de triomphe et de décadence morale que César Borgia conçut ce qui deviendrait connu sous le nom de banquet des châtaignes. La motivation exacte de l'événement reste incertaine. Était-ce une célébration, un théâtre politique, ou simplement la culmination logique d'années de comportements de plus en plus scandaleux? Les sources contemporaines offrent diverses explications, mais s'accordent sur les faits essentiels qui choquèrent même les observateurs les plus aguerris du vice pontifical. Le 31 octobre 1501, après Jésus-Christ, la veille de la Toussaint, lorsque traditionnellement la frontière entre le sacré et le profane
est considérée comme plus ténue. La date pourrait avoir été choisie délibérément, ou peut-être n'était-ce qu'une coïncidence que l'orgie pontificale, la plus infâme de l'histoire, ait eu lieu une nuit où l'on disait que les fantômes marchaient librement parmi les vivants. Quoi qu'il en soit, le symbolisme était parfait. En une nuit dédiée à la mémoire des morts, la famille Borgia était sur le point de commettre des actes qui tueraient ce qui restait de la dignité pontificale. Les appartements de César au Vatican occupaient une partie du palais pontifical qui avait été magnifiquement décoré par Pinturicchio durant les premières années du règne d'Alexandre. Les murs ornés de fresques représentaient des scènes de la mythologie classique et de l'histoire chrétienne, créant un décor ironique pour des événements qui n'appartenaient à aucune de ces traditions. Ces salles conçues pour afficher la richesse et la sophistication culturelle du pape Borgia deviendraient le théâtre d'une soirée qui incarnerait tout ce dont les critiques avaient accusé la famille de représenter. La liste des invités pour la soirée révélait l'ampleur de la corruption atteinte par les Borgia. Des cardinaux qui auraient dû passer la nuit en prière se mêlaient à des nobles romains dont la richesse avait acheté leur silence sur les scandales pontificaux précédents. Des diplomates de diverses cours européennes assistaient peut-être voyant dans la soirée une opportunité de recueillir des informations sur les intentions pontificales ou peut-être simplement attirés par la curiosité de voir jusqu'où les Borgia repousseraient les limites du comportement acceptable. Mais les véritables vedettes de la soirée étaient les 50 courtisanes que César avait rassemblées pour divertir ses invités. Ce n'étaient pas des prostituées ordinaires, ramassées dans les rues de Rome, mais des femmes sophistiquées, qui comprenaient l'art délicat de fournir du plaisir, tout en maintenant la discrétion requise par les hommes puissants. Beaucoup avaient une expérience préalable dans les divertissements pontificaux. Elles connaissaient les règles du jeu et les récompenses qui attendaient celles qui satisfaisaient leurs influents clients. Johann Burchard, en sa qualité de maître des cérémonies, était présent cette nuit-là, non comme participant mais comme observateur. Ses devoirs officiels exigeaient qu'il soit disponible pour toute fonction cérémonielle qui pourrait survenir même lors de divertissements privés. Cette obligation professionnelle le plaça dans une position idéale pour assister et consigner des événements que d'autres observateurs auraient préféré oublier. Son récit, écrit en latin avec le détachement clinique d'un examinateur médical, conserve des détails qui éclairent à la fois les événements spécifiques de cette nuit et le climat moral plus large du pontificat d'Alexandre. Selon le registre méticuleux de Burchard, la soirée commença de manière conventionnelle, par un dîner servi dans les appartements privés de César. Le menu proposait des mets délicats, adaptés à la saison et au statut social des invités, accompagnés de vins des caves de pontificales, soigneusement vieillis dans des grottes romaines. La conversation coulait aussi facilement que le vin, abordant des sujets de politique de campagne militaire et de mécénat artistique des thèmes permettant aux convives réunis de démontrer leur sophistication et leur raffinement culturel. L'atmosphère commença à changer lorsque les serviteurs débarrassèrent les plats du dîner et que le véritable divertissement de la soirée débuta. Les 50 courtisanes vêtues de soie et de velours soigneusement choisis pour mettre en valeur leurs attributs physiques commencèrent à danser pour les invités réunis. La musique fournie par des musiciens qui avaient juré de garder le secret sur les événements de la nuit créait des rythmes encourageant des mouvements de plus en plus intimes. Ce qui suivit défia même les définitions larges du comportement acceptable qui avait évolué sous le pontificat d'Alexandre. Comme Burchard le consigna avec sa précision caractéristique, les femmes dansèrent d'abord habillées, mais au fur et à mesure que la nuit avançait et que le vin continuait de couler, les vêtements furent progressivement abandonnés jusqu'à ce que les artistes se produisent complètement nus. Cette transformation d'un divertissement conventionnel
en une exhibition explicite, se produisit de manière suffisamment graduelle pour permettre aux invités d'ajuster leur niveau de confort, mais assez décisive pour que personne ne puisse prétendre ignorer la direction finale de la soirée. La pièce centrale du divertissement de la soirée impliquait les châtaignes qui donnèrent son nom au banquet. Les serviteurs retirèrent les candélabres des tables et les placèrent sur le sol autour de la salle, créant des flaques de lumière vacillantes séparées par des zones d'ombre. Les châtaignes furent dispersées sur le sol entre ces sources de lumière, et les courtisanes nues reçurent l'ordre de ramper à quatre pattes pour les ramasser. Leur corps était illuminé par la lumière des bougies alors qu'elles se déplaçaient à travers ce parcours d'obstacles improvisés. Selon le récit de Burchard, le pape Alexandre VI observa ces procédés depuis un siège d'honneur, accompagné de César et Lucrèce. La présence de la fille du pape à un tel événement a déconcerté les historiens pendant des siècles. Était-elle une participante volontaire à la corruption familiale ou une victime de circonstances hors de son contrôle? Les sources contemporaines offrent des interprétations contradictoires, mais toutes s'accordent sur le fait qu'elle a bel été présente lorsque la soirée atteignit son apogée de dépravation. La phase finale du divertissement impliquait des compétitions entre les invités masculins pour déterminer qui pouvait avoir des relations sexuelles avec le plus grand nombre de courtisanes. Des prix furent offerts tuniques de soie, chaussures, bérets et autres articles de luxe représentant une valeur significative à une époque où de tels biens étaient en grande partie faits à la main. Les compétitions se déroulèrent publiquement avec des serviteurs tenant le compte des performances de chaque participant, transformant l'intimité humaine en un spectacle pour l'amusement pontifical. Le récit de Burchard sur ces événements fut conservé dans les archives secrètes du Vatican scellées hors de la vue du public pendant des siècles. Lorsque le pape Léon XIII ouvrit les archives aux chercheurs à la fin du XIXe siècle, il exprima spécifiquement sa réticence à permettre l'accès à des documents susceptibles de nuire à la réputation d'Alexandre VI. Le fait qu'une telle précaution fût nécessaire plus de 4 siècles après les événements décrits suggère le pouvoir durable du scandale que Burchard avait si soigneusement documenté. Le matin suivant, le banquet des châtaignes trouva Rome inchangée en surface, mais fondamentalement altérée dans ses fondations spirituelles. Les pèlerins continuaient d'arriver pour les messes à la basilique Saint-Pierre. Les cardinaux maintenaient leurs horaires de réunion et de cérémonie, et le pape lui-même apparaissait lors d'audiences publiques, comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Mais la connaissance des événements de la veille se propagea à travers le réseau de serviteurs de garde et de petits fonctionnaires de la ville qui avaient été témoins ou avaient entendu parler de l'orgie pontificale. La nouvelle du banquet voyagea au-delà de Rome par la correspondance diplomatique des ambassadeurs étrangers qui avaient assisté à l'événement ou en avaient entendu parler par des sources fiables. Les lettres conservées dans les archives européennes documentent le choc et le dégoût des observateurs qui pensaient être immunisés contre la surprise face au comportement pontifical. Même les représentants de dirigeants séculiers qui maintenaient leur propre cours d'une moralité considérablement flexible, exprimèrent leur stupéfaction face à ce qui s'était déroulé dans les enceintes sacrées du Vatican. Les implications politiques du scandale s'étendirent bien au-delà des questions de moralité personnelle. Les réformateurs à travers l'Europe, y compris des figures comme Girolamo Savonarola à Florence, saisirent les rapports du banquet comme preuve que le pontificat lui-même était devenu irrémédiablement corrompu. Les appels à des conciles ecclésiastiques pour destituer Alexandre VI gagnèrent une nouvelle urgence soutenue par des récits détaillés d'un comportement qui semblait confirmer les pires accusations contre le pape Borgia. La réponse d'Alexandre aux critiques fut typiquement provocatrice. Plutôt que d'exprimer des remords
ou de mettre en œuvre des réformes, il intensifia son soutien aux campagnes militaires de César et continua à vivre avec le même excès magnifique qui avait caractérisé tout son pontificat. Si quoi que ce soit, le scandale sembla le libérer de toute contrainte qui avait auparavant limité son comportement, comme si la reconnaissance publique de sa corruption le dispensait de la nécessité de maintenir ne serait-ce qu'une respectabilité de façade. Le banquet des châtaignes se produisit près de la fin du pontificat d'Alexandre, mais ce ne fut pas un incident isolé de défaillance morale. Au contraire, il représenta la culmination logique d'années de corruption croissante qui avaient transformé la cour pontificale en quelque chose d'irreconnaissable pour les générations précédentes de croyants chrétiens. Le sacré et le profane s'étaient entrelacés si complètement que les distinguer exigeait un effort que peu étaient prêts à faire. La carrière de César Borgia continua de prospérer immédiatement après le scandale, suggérant que l'indignation morale avait peu d'impact sur les calculs politiques dans l'Italie de la Renaissance. Ses succès militaires continuèrent de lui valoir les éloges d'observateurs admirant l'efficacité indépendamment du caractère personnel de ceux qui l'atteignaient. L'analyse ultérieure de Machiavel sur les méthodes de César sépara explicitement l'habileté politique de la vertu morale, arguant que les dirigeants couronnés de succès devaient être prêts à employer tous les moyens nécessaires pour atteindre leur fin. Mais un succès bâti sur de telles fondations se révéla temporaire. Alexandre VI mourut le 18 août 1503, après Jésus-Christ, peut-être de la malaria, mais entouré de rumeurs d'empoisonnement reflétant l'atmosphère de suspicion et de violence qui avait caractérisé son règne. Sa mort entraîna des conséquences immédiates pour ses enfants. Le soutien politique de César s'évapora sans la protection pontificale, et il mourut en combattant comme un mercenaire ordinaire, en Espagne seulement 4 ans plus tard. Lucrèce survécut pour devenir duchesse de Ferrare, mais sa vie ultérieure fut assombrie par les scandales de sa jeunesse et la réputation notoire de sa famille. Le nouveau pape Jules II refusa d'occuper les appartements Borgia où avait eu lieu le banquet des châtaignes. Il s'installa dans les appartements du étage supérieur qu'il chargea Raphaël de décorer avec des fresques qui deviendraient certaines des œuvres d'art les plus célèbres de l'histoire du Vatican. Cette réinstallation physique symbolisa une tentative plus large de distancier le pontificat des échecs moraux du règne d'Alexandre. Bien que le dommage à la réputation pontificale se révéla plus difficile à réparer que les appartements endommagés, l'évaluation historique du banquet des châtaignes a varié selon le climat moral et politique des époques ultérieures. Les historiens catholiques des XIXe et début du XXe siècle remirent souvent en question l'exactitude du récit de Burchard, arguant qu'un témoin fiable n'aurait pas pu documenter un comportement aussi extrême ou que des interpolations ultérieures avaient corrompu le texte original. Les historiens protestants, au contraire, adoptèrent dans le scandale comme preuve, soutenant leur critique de l'autorité pontificale et des prétentions catholiques au leadership moral. Les historiens modernes acceptent généralement l'exactitude de base du récit de Burchard tout en le situant dans le contexte plus large de la culture italienne de la Renaissance. Ils notent que les exhibitions sexuelles et les divertissements publics avec des prostituées n'étaient pas rares parmi les dirigeants séculiers de l'époque, ce qui rend le comportement d'Alexandre choquant principalement en raison de sa position de chef de l'Église catholique, plutôt que parce qu'une telle conduite était inconnue dans la société contemporaine. Le décor architectural du banquet ajoute une autre couche d'ironie historique aux événements de cette nuit d'octobre. Les salles où l'orgie eut lieu ont été décorées par Pinturicchio, avec des fresques représentant des épisodes de la mythologie classique et de l'histoire chrétienne. Des dieux anciens et des saints observaient depuis les murs peints, alors que se déroulait
des scènes qui auraient narré scandalisé tant les sensibilités païennes que chrétiennes, créant un commentaire visuel sur la distance entre les idéaux artistiques et la réalité humaine. Les recherches archéologiques sur les appartements du Vatican ont révélé des détails sur la disposition physique qui aident à expliquer comment de tels événements pouvaient se produire à l'intérieur du palais pontifical. Les appartements Borgia furent conçus avec de multiples chambres, reliées par des couloirs, permettant à la fois des cérémonies de public et des divertissements privés. L'isolation acoustique entre les salles signifiait que les activités dans une zone pourraient même ne pas être audibles dans les espaces adjacents, offrant l'intimité nécessaire pour le comportement de plus en plus extrême d'Alexandre. La préservation du journal de Burchard dans les archives secrètes du Vatican soulève des questions sur la relation de l'Église avec sa propre histoire. Pendant des siècles, ces documents restèrent scellés accessibles uniquement à une poignée de chercheurs ayant reçu une permission spéciale des autorités pontificales. La décision de conserver de tels registres, tout en restreignant leur accès, suggère une reconnaissance de leur importance historique combinée à une gêne face à leur contenu. Les Rossi-Lanascote contemporains d'autres sources que Burchard fournissent des preuves corroborantes pour au moins une version des événements décrits. La correspondance diplomatique de l'époque inclut des références à des divertissements pontificaux repoussant les limites du comportement acceptable. Bien que peu de sources fournissent les détails explicites qui rendent le récit de Burchard si frappant, la convergence de multiples sources pointant vers des conclusions similaires renforce le cas pour accepter l'historicité de base du banquet des châtaignes. L'impact du scandale sur l'histoire pontificale ultérieure ne peut être mesuré uniquement en termes de conséquences politiques immédiates. Le comportement d'Alexandre VI, culminant dans des événements comme le banquet des châtaignes, fournit des munitions aux réformateurs protestants qui soutenaient que le pontificat lui-même était devenu irrémédiablement corrompu. Les critiques de Martin Luther contre l'autorité pontificale gagnèrent en crédibilité grâce à des exemples bien documentés d'échecs moraux au plus haut niveau de la hiérarchie ecclésiastique. La contre-réforme qui commença au milieu du XVIe siècle représenta en partie une réponse à des scandales comme le banquet des châtaignes. Les dirigeants de l'Église reconnurent que la réforme morale était nécessaire pour restaurer la crédibilité pontificale et contrer les critiques protestantes. L'accent mis par le Concile de Trente sur la discipline cléricale et l'établissement de séminaires pour la formation sacerdotale aborda des problèmes dramatiquement illustrés par la conduite d'Alexandre VI. Mais la réforme eut un coût qui s'étendit au-delà des simples changements de politique. La magnificence baroque des cérémonies pontificales post-tridentines représenta une tentative de restaurer la dignité à l'autorité pontificale à travers une splendeur visuelle et un rituel soigneusement chorégraphié. Les divertissements spontanés qui avaient caractérisé la cour d'Alexandre cédèrent seuls la place à des présentations formelles, conçues pour souligner la majesté pontificale tout en minimisant les opportunités de scandale. L'impact psychologique d'événements comme le banquet des châtaignes sur les participants et les observateurs reste difficile à évaluer à distance historique. Pour les courtisanes qui se produisirent cette nuit-là, l'expérience représentait probablement une obligation professionnelle plutôt qu'une dégradation personnelle. Leur position sociale faisait de tels emplois une nécessité économique plutôt qu'un choix moral. Pour les fonctionnaires de l'Église présents, la soirée pouvait représenter une participation volontaire à la corruption ou une conformité réticente aux attentes pontificales portant la menace de représailles professionnelles. La réponse de la population romaine plus large à la connaissance du comportement pontifical révèle la relation complexe entre l'autorité religieuse et la foi populaire. Malgré la connaissance généralisée des défaillances morales d'Alexandre,
Les pèlerins continuaient d'affluer à Rome, les messes continuaient d'être célébrées, et le système sacramentel continuait de fonctionner. Cela suggère que le catholicisme populaire avait développé une sophistication théologique suffisante pour distinguer la validité personnelle des fonctionnaires de l'Église de la validité de leurs fonctions religieuses. Le banquet des châtaignes représente plus qu'un simple incident isolé de mauvaise conduite pontificale. Il éclaire la transformation plus large de l'Italie renaissante, passant du christianisme médiéval au système étatique européen du début de l'époque moderne. Le comportement d'Alexandre VI reflétait les valeurs des princes séculiers qui utilisaient le luxe et le spectacle pour démontrer leur pouvoir. Mais sa position de chef spirituel du christianisme catholique créa des contradictions qui se révélèrent finalement insoutenables. La nuit du 31 octobre 1501 après Jésus-Christ se dresse ainsi comme un moment décisif dans l'histoire pontificale, le point où la tension entre l'autorité spirituelle et le pouvoir temporel atteignit une crise, exigeant une résolution. Le scandale obligea les papes ultérieurs à choisir entre la magnificence mondaine et la crédibilité morale, un choix qui façonnerait le développement de l'Église catholique pendant des siècles. En regardant en arrière, à travers plus de 5 siècles, vers cette nuit éclairée par des bougies dans les appartements du Vatican, nous voyons des reflets de la lutte éternelle de l'humanité entre les aspirations sacrées et les désirs profanes. Les châtaignes dispersées sur les sols de marbre des chambres pontificales étaient tôt des fruits humbles, devenus symboles de combien la dignité humaine peut chuter lorsque le pouvoir échappe aux contraintes morales. Dans un monde où de tels contrastes existent encore, où les dirigeants spirituels faillissent parfois à leurs fidèles, où le pouvoir corrompt même ceux appelés à servir des desseins plus élevés, le banquet des châtaignes sert à la fois de scandale historique et d'avertissement durable. Les bougies qui illuminèrent cette nuit notoire se sont éteintes depuis longtemps. Les participants se sont effrités en poussière dans des tombes romaines, et les salles mêmes où ces scènes se déroulèrent exposent aujourd'hui des œuvres d'art inestimables à des touristes révérencieux. Mais la prose latine minutieuse de Burchard conserve ces moments où la frontière entre le sacré et le profane s'effondra totalement, lorsque le vicaire du Christ devint indistinguishable du plus dissolu des empereurs romains, et lorsque les châtaignes dispersées sur les sols de marbre témoignèrent de la distance entre l'ambition humaine et l'appel divin. En fin de compte, peut-être est-ce là le véritable sens de l'orgie interdite d'Alexandre VI, non pas comme preuve d'un échec moral individuel, mais comme un miroir reflétant la capacité éternelle de l'humanité, à la fois pour la transcendance et la dégradation. La même espèce qui construisit des cathédrales élancées et créa un art religieux sublime, se réunit également dans les chambres pontificales pour assister à des spectacles défiant les fondements mêmes de l'autorité spirituelle. Les châtaignes dispersées sur ces sols du Vatican furent ramassées avant l'aube, mais les questions qu'elles représentent sur le pouvoir, la foi et la nature humaine continuent donc de se disperser sur les sols de l'histoire, attendant que chaque génération décide ce qu'elle fera du legs laissé par le pape le plus perverti qui ait jamais prétendu tenir les clés du ciel.